Merci, bonsoir, bienvenue à ce débat consacré à l'avenir de l'hôpital de Châtellerault, plus particulièrement au site de la Chaux-de-Fonds. En préambule, on a vu beaucoup de candidats aux élections fédérales à la Boudrisière. Je ne vois pas beaucoup de candidats au fédéral dans la salle. Ça m'interroge, quelles sont les priorités? Pourtant, c'est un dossier très politique. La question est posée. En même temps, ça ne sert pas à grand-chose, vu qu'il n'y a pas beaucoup de candidats au fédéral dans la salle. Quel sera le visage hospitalier du canton dans 20 ans? La Chaux-de-Fonds doit-elle conserver un site? Si oui, avec quelles activités? Faut-il développer des partenariats publics-privés? Si oui, sous quelle forme? Est-ce qu'il y a des problèmes de gouvernance au sein de l'hôpital de Châtellerault? Comment expliquer les départs que certains qualifient de départs en masse de médecins? Pourquoi l'hôpital de Châtellerault a de la peine à attirer de nouvelles forces? Eh bien, ce sont des questions auxquelles on va tenter de répondre ce soir. Ce sera en compagnie de Pauline de Vosbolet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du conseil d'administration de l'hôpital de Châtellerault et de l'hôpital du Jura. Olivier Leroux, bonsoir. Bonsoir. Médecin installé dans le privé, député PLR au Grand Conseil, ancien membre du conseil d'administration de JSML de Châtel, filiale du groupe Genolier, qui détient l'hôpital de la Providence et la clinique Simon-Briand. Théo Huguenin-Élie, bonsoir. Président de la ville de la Chaux-de-Fonds, député socialiste au Grand Conseil, et Giovanni Spoletini, bonsoir, médecin installé dans le privé, député socialiste au Grand Conseil et ancien médecin cadre de l'hôpital de Châtellerault. Je remercie les débatteurs de vulgariser leurs réponses parce que le dossier hospitalier est un dossier très technique. Et puis, je précise aussi que ce débat est filmé, il sera disponible dès demain sur YouTube, sur la page de gauche et sur le site du On veut vivre. Vous allez avoir la possibilité de poser vos questions au terme d'une heure de débat. Donc, attention aux questions que vous posez et attention aux réflexions que vous allez peut-être avoir. On sait que c'est un débat chaud, donc ça pourrait être intéressant de visualiser tout cela demain. Pauline de Vosbolet, l'hôpital de Châtellerault. Question qu'on a envie de se poser, est-ce qu'il compose, est-ce qu'il compose son avenir avec l'hôpital de la Chaux-de-Fonds? Est-ce que c'est un hôpital que vous pouvez rêver de la carte? L'hôpital de Châtellerault est un hôpital pour le canton. Micro. Il est allumé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? L'hôpital de Châtellerault est un hôpital pour le canton de Châtel. La technique va suivre, ça demande une petite adaptation. Alors, on va peut-être demander de parler un peu plus fort si jamais le micro ne veut pas suivre. Est-ce que vous m'entendez? À peine. Je vais essayer d'y aller très très fort. L'hôpital de Châtellerault est un hôpital pour le canton de Châtel. Les réflexions que nous menons autour de l'ensemble des sites de cet hôpital est une réflexion cantonale. Le souci que l'hôpital de Châtellerault a est de fournir des prestations de santé à l'ensemble de la population selon un modèle de proximité que nous sommes en train d'affiner à l'heure actuelle. Quel modèle de proximité, quelles activités pour ce site? Peut-être avant de dire cela, une chose. Nous avons déployé une stratégie, un projet de stratégie qui a été rendu public au début de cet été. Alors à ce stade, il faut rappeler que le processus de discussion est en cours. Il y aura de la place encore pour le débat. D'une part, le Conseil d'État et le groupe de travail se penchent sur notre stratégie. Une fois que le Conseil d'État aura pris connaissance de ces différents des travaux au niveau de certains groupes, il y aura un débat avec les communes, avec les partis les plus larges, autour de ce débat. Mais cette stratégie n'est pas tombée du ciel. C'est sur cela que je vais peut-être passer juste quelques instants. Ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle n'est pas un caprice ni du conseil d'administration, ni du conseil d'État. Ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle, c'est tenter de donner une réponse la meilleure possible à une réforme du système de santé qui a été induite par une loi fédérale. Une loi fédérale qui a provoqué quoi? Qui a provoqué un paiement par forfait, tout cela est très technique, qui a provoqué la mise en concurrence des hôpitaux, la mise en concurrence des hôpitaux publics entre eux et la mise en concurrence des hôpitaux publics
réforme de la loi fédérale a également introduit la libre circulation des patients, une mobilité des patients qui désormais peuvent se faire soigner en dehors des frontières du canton, mais également en hôpitaux publics et hôpitaux privés. Mais concrètement, aujourd'hui, quel avenir vous réservez à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds? Quelles activités? J'allais dire, le projet de stratégie que nous avons déposé, et qui va encore une fois, j'insiste là-dessus, qui va être débattu, qui va être décortiqué, qui va peut-être être amendé, est un projet qui prévoit un hôpital de belle stature pour les montagnes, Chaux-de-Fonds de montagne, ceci n'étant pas encore déterminé. Donc la proposition que nous avons faite, c'est de préserver l'emploi, voire de l'augmenter, d'augmenter la taille de l'hôpital, de reconvertir cet hôpital en hôpital de réadaptation avec la mise à disposition de prestations de proximité par le biais d'une polyclinique, et c'est un élément extrêmement important qui a probablement été un peu sous-discuté ces dernières semaines, une polyclinique qui sera en mesure de fournir des prestations de proximité pour les maladies chroniques, pour les maladies usuelles, des urgences 24/24 et l'unité d'observation. Et cela se fera à la Chaux-de-Fonds? Le site, si la question que vous déposez est de savoir où exactement, ça ce n'est pas encore défini, mais ça se fera dans les montagnes. Giovanni Spolettini, c'est rassurant, un avenir pour les montagnes, un avenir sanitaire? Alors, c'est ce qu'on a toujours voulu, premièrement. Je rappelle que le Parti socialiste avait lancé une initiative qui, sans entrer dans les détails des missions, avait surtout parlé d'emploi et qui a été ensuite retirée vu comment ça s'est procédé. Les accords ont été pris en cours de route. Moi, j'aimerais souligner une chose fondamentale. Cette réforme hospitalière n'est pas partie seulement avec l'hôpital de Châtelain, cette réforme hospitalière est partie à la fin des années 90. On a regroupé déjà, on peut dire, une dizaine de sites, et notamment toutes les maternités, il n'en est resté que 2. Ça s'est fait, on peut dire, avant l'hôpital de Châtelain. Cela devait et devra, à notre sens, toujours s'inclure dans une politique d'agglomération. Le Parti socialiste avait lancé la grande réforme structurelle de tout le canton au niveau des structures portantes et des structures qui devaient donner une dynamique nouvelle et dynamique aussi dans tout le canton en tenant compte de la particularité du canton de Châtel qui est celle de deux densités démographiques fortes, le littoral et les montagnes châteloises, qui, avec une dynamique d'ailleurs, vers le vallon de Saint-Igné, vers le Jura et vers la France. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire de la maison, en fait. Moi, je vous pose Elle la est question. fondamentale. Elle est fondamentale, on est d'accord. C'est fondamental de repartir par là, car la réforme de l'hôpital devait absolument s'inclure dans cette stratégie-là, d'une politique d'agglomération. Or, avec les choix qu'on a pris, l'autonomisation des décisions, elle n'a pas du tout inclus cette dynamique fondamentale pour l'organisation moderne de l'État. Pauline de Vaudevolet, vous avez raté le virage. Je ne suis pas tout à fait certaine d'interpréter les choses de cette façon-là. Au contraire, nous essayons de suivre le mouvement, de suivre ce message. Et si ça a été ceux et celles comme vous qui étiez là avec le 44 la semaine dernière, je crois que le canton de Neuchâtel, ce n'est pas Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ou Annecy, le canton de Neuchâtel a pris un énorme retard sur les réformes hospitalières. Donc nous sommes en train de nous inscrire dans le virage de ces réformes hospitalières avec la volonté très très ferme de la part du conseil d'administration dans ce projet de continuer à répondre aux besoins de la population. Donc au contraire, je crois qu'avec le projet que nous discutons aujourd'hui, nous tentons d'être, compte tenu de toutes les contraintes auxquelles nous sommes soumis, de répondre aux besoins de la population. Olivier Lebourg, est-ce que le projet du conseil d'administration de l'hôpital de Châtellerault tient la route d'un point de vue sanitaire? Vous qui êtes médecin, est-ce que c'est un projet que vous soutenez? Oui, pour moi, ce projet, il peut tenir la route en l'état. Je crois que Mme de Vaudevolet l'a très bien dit. On doit avoir un projet qui respecte les fondamentaux imposés par la loi fédérale. On ne peut finalement plus subventionner un hôpital plein pot, comme c'était le cas il y a encore 10 ans. Le mode de financement a complètement changé et on ne peut pas l'ignorer. Alors j'entends bien qu'on est dans un canton, je vais m'amuser à dire bipolaire, ou une bipolarité. Qu'est-ce que vous entendez par bipolaire?
On a effectivement ces deux centres urbains qui sont importants, mais on sait qu'un hôpital multisite, de facto, coûte plus cher. De facto, c'est structurel. Pourquoi ce plan stratégique est logique avec réadaptation en haut et pourquoi pas la réadaptation en bas? Alors je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est essentiellement l'état des finances du canton. Actuellement, on a un hôpital de Courtalès qui est très récent, qui n'est en tout cas pas amorti, qui peut absorber, j'ai envie de dire, une grande partie en améliorant son efficience de l'activité. À force d'investir de l'argent dans Courtalès, c'est un hôpital qui ne serait jamais amorti? Alors ça, c'est pas moi qui ai les tenants et les aboutissants de ce côté-là. On peut effectivement le voir comme ça, mais je pense qu'il y a deux visions. Il y a la vision à court, moyen terme, qui correspond à qu'est-ce qu'on doit faire pour les 15-20 prochaines années pour assurer un hôpital qui couvre toute la population, qui apporte des soins de qualité à toute la population. Et puis ensuite, on peut prévoir d'autres projets, j'ai envie de dire, à plus long terme, une fois que ces structures fonctionnent. Théo Naëli, votre population ainsi que Ségur, en tout cas toute la population des Moselles est fâchée. Vous aussi, vous êtes fâchés. Vous le disiez quand on préparait ce débat, l'avenir de la Chaux-de-Fonds passe clairement par un minimum de missions pour le site, pour l'hôpital. Oui, oui, effectivement, on est persuadé que l'avenir de la Chaux-de-Fonds passe par un site hospitalier de qualité qui répond dans une certaine mesure aux attentes de la population. Et nous souhaitons véritablement inviter HNE à chercher à rassembler pour trouver des solutions. De gros retards auraient été pris par HNE dans les réformes qui sont nécessaires, et pourtant ça fait 10 ans que HNE ne cesse de se réformer et ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que la crise est profonde depuis 10 ans. Pourquoi? Parce qu'HNE depuis 10 ans est incapable de prendre les gens avec, de prendre les uns les autres avec, d'écouter. Je pense qu'il y a une partie du sens du service public qui est aujourd'hui oubliée par HNE. Nous, on aimerait inviter HNE, tant sur le plan institutionnel, le respect des institutions, éviter les grandes crises institutionnelles qu'a provoqué HNE ces dernières années, tant sur le plan managérial, avec des choses qui se passent à l'intérieur de l'hôpital qui ne sont pas acceptables, à chercher à prendre les gens avec, les uns les autres avec, et à s'ouvrir au débat, comme nous le faisons ce soir, en évitant le danger de la pensée unique qui disqualifie le discours de celui qui propose autre chose, qui est une autre vision de l'organisation territoriale et de l'organisation sanitaire, en disant mais finalement celui-ci ne comprend rien parce qu'il n'y a qu'une seule solution. Or il existe d'autres modèles hospitaliers qu'il faudrait absolument explorer et analyser. Quel modèle hospitalier? Donnez-nous un exemple. Alors, les modèles hospitaliers qui nous semblent tout à fait intéressants, qu'il faudrait analyser, qui sont des modèles hospitaliers qui prennent les gens avec, qui évitent de démanteler, qui évitent de s'imposer avec une trop grande violence, ce sont par exemple les modèles hospitaliers qu'on trouve dans le canton de Berne, dans le Jura bernois, qu'on trouve aussi, on parle beaucoup de l'hôpital de Reda, qui est effectivement quelque chose de très intéressant, mais on omet souvent de parler de l'hôpital du Nord-Vaudois, de l'hôpital d'Yverdon, qui fonctionne dans une organisation différente. L'organisation du modèle hospitalier du Jura bernois, c'est un modèle hospitalier qui s'inscrit en réseau, c'est-à-dire un petit hôpital de proximité, mais qui développe toutes sortes de prestations sanitaires très importantes pour une région, pour l'emploi, etc., et qui s'appuie sur un hôpital plus important, en l'occurrence l'hôpital de Vienne, et qui n'hésite pas à travailler également avec les privés pour développer des prestations, pour pouvoir permettre des investissements, par exemple dernièrement une IRL, et ça c'est quelque chose qui nous semble très intéressant et qui semble en plus financièrement beaucoup plus solide que l'HME qu'on connaît aujourd'hui, puisque je le rappelle, je terminerai avec ça, je le rappelle, l'hôpital du Jura bernois a bouclé ses comptes 2014 avec un bénéfice de 400 000 francs sans toucher un seul franc de prestations d'intérêt général. Pendant ce temps, HME touche entre 70 et 80 millions de prestations d'intérêt général. Ça, c'est aussi une réalité, et ce sont les mêmes qui disqualifient d'un revers de main
le modèle hospitalier du Jura bernois, qui prône le modèle hospitalier qui est en train de se mettre en place aujourd'hui par HLE. Et là, il y a quelque chose qui, à mon avis, Pauline de Vosbolet, vos voisins apparemment réussissent, ne touchent pas de prestations d'intérêt général, prennent les gens, associent les gens à leur réflexion. Qu'est-ce que vous faites faux? Écoutez, moi, je peux me prononcer Micro. On va essayer, mais il y a des personnes. Je ne peux me prononcer que pour les 12-15 derniers mois, puisque je suis arrivée l'année dernière, donc le passé antérieur, je ne peux malheureusement pas parler. Depuis 12 mois, nous prenons des collaborateurs avec. Les projets sur lesquels nous travaillons, donc la remise à plat de la mission, de la vision, des valeurs de l'hôpital de Châtillon, est un travail qui a été fait avec une centaine de collaborateurs dans des ateliers. Parce qu'on n'a pas pu prendre les 2500 collaborateurs, on a travaillé avec les cadres soignants, médicaux, administratifs et techniques. On a fait un travail en profondeur avec ces collaborateurs. Sur la réflexion stratégique, donc entendons par là quelle place l'hôpital de Châtillon doit-il prendre dans le canton et quelles sont les pistes de développement possibles. Là, pareil, nous avons ouvert des ateliers, nous avons travaillé avec les cadres de notre hôpital, nous les avons pris avec. Et le projet qui a été présenté au Conseil d'État cet été est un projet qui est le fruit de la réflexion de ses collaborateurs. Ça, c'est pour le premier. S'ouvrir au débat, eh bien, on essaye de le faire progressivement. On essaye de rencontrer des groupes, des partis, des assemblées comme nous le faisons ce soir pour commencer à expliquer. Une des lacunes dans ce dossier, si on parle de lacunes, c'est probablement l'absence de communication et d'explication régulière autour des raisons qui motivent tous les hôpitaux publics en Suisse à se réformer. Ce n'est pas propre à Neuchâtel, c'est quelque chose qui se passe dans l'ensemble des cantons. Ça fonctionne chez les autres, apparemment. Pardon ? Apparemment, ça fonctionne ailleurs. Les réformes fonctionnent dans certains cantons, fonctionnent un peu moins bien dans l'autre, mais les problèmes sont les mêmes partout. J'aimerais également dire quelques mots sur le modèle du Jura bernois, qui est souvent scintillé, qui est souvent cité en exemple. La question que j'aimerais poser ici est une question de fond. Quel est le système de santé hospitalier public que nous souhaitons? Est-ce que nous souhaitons un hôpital public tel qu'il existe dans notre canton, ou est-ce que nous souhaitons avoir, comme c'est le cas à Saint-Imier, je veux dire, les deux modèles se tiennent, mais c'est un choix politique et de société profond. Est-ce que nous souhaitons avoir un hôpital qui est une société anonyme? Une société anonyme, c'est quoi? C'est une structure qui verse des dividendes à des actionnaires si les résultats sont positifs, ou n'en verse pas quand les résultats ne le sont pas. Une société anonyme est une structure qui a la possibilité de signer des contrats de travail autres que des conventions collectives de travail telles qu'elles sont appliquées dans le secteur public à l'heure actuelle dans le canton de Neuchâtel et dans d'autres cantons d'ailleurs. Donc c'est un choix philosophique de fond. Maintenant, encore une fois, si on prend l'exemple de Saint-Imier, parce qu'il a été souvent cité aussi en lien avec les accouchements que certaines patientes neuchâteloises effectuent dans cet hôpital, il faut le savoir, l'hôpital de Saint-Imier n'a pas de soins intensifs. Un soins intensif est une unité de soins où vous avez une surveillance des paramètres vitaux en permanence. Donc si un accouchement débouche sur une complication à Saint-Imier, qu'est-ce qui se passe? On met la patiente et le bébé dans un hélicoptère pour les envoyer le plus rapidement possible dans un hôpital universitaire. Et dans certains cas, ces mamans et leurs bébés reviennent même à Neuchâtel, parce que nous avons une unité de soins intensifs, nous avons une unité de néonatologie. Donc c'est un ensemble d'éléments qui n'ont probablement pas été suffisamment discutés. Les médecins qui travaillent pour l'hôpital de Saint-Imier sont pour une grande partie des médecins privés agréés. Ce sont des médecins qui viennent avec leurs patients, qui les soignent, qui les opèrent et qui retournent dans leur cabinet. Pour reprendre l'exemple de la maternité, à partir de 6 heures du soir, il n'y a plus de pédiatre. Si on compare ça à un hôpital public qui salarie ces médecins, vous avez un pédiatre à
à toute heure du jour, de la nuit, les week-ends, les jours fériés. Donc c'est une différence fondamentale. Alors, si c'est le système qu'on souhaite instaurer, ça peut être une décision politique de dire effectivement, population neuchâteloise, nous souhaitons que le système hospitalier dans les montagnes soit un système de type société anonyme avec les limites que je viens de vous décrire. Bon, moi, je n'ai pas d'avis préconçu sur la question, mais c'est un choix fondamental, c'est un autre modèle. Donc j'ai un peu de peine à l'heure actuelle à me projeter dans un débat de ce type-là, parce que la première chose qui nous arrive lorsque nous essayons de procéder à des petites réformes à la marge, c'est de dire stop, vous êtes limité par la convention collective, vous êtes limité par telle ou telle réglementation, donc nous manquons de souplesse dans la possibilité d'adapter notre façon de travailler. Giovanni Spallettini a demandé la parole. Oui, il faut saluer le grand effort que vous êtes en train de faire, Madame de Grasse. Il est clair qu'il y a une crise énorme, et cette crise, il faut quand même l'évoquer. Je suis un grand défenseur du secteur public depuis que je travaille à l'hôpital de Saint-Igné et que j'ai dû arrêter ma place de médecin cadre à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. En termes d'intérêt privé, je gagne plus d'argent que moi. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un grand défenseur du secteur public et je le reste. Vous avez des ateliers de réflexion, de discussion. C'est certainement salué. Il faut dire que la crise qu'il y a depuis 10 ans est tellement grande, les dizaines de médecins cadres de bonne qualité qui sont partis en sont témoins, et ils sont partis aussi parce qu'ils n'en pouvaient plus de ne pas être inclus aussi dans les décisions, beaucoup de décisions qui échappaient même aux politiques. Monsieur Legault, avec une partie du Parlement, la loi sur la santé a été modifiée dans le sens d'un retour du politique dans l'organisation, dans les décisions que devait prendre l'hôpital de Châtelois. Comme député socialiste, je me suis levé, je me suis trouvé dans une contradiction énorme. Nous avons demandé que le politique, justement, dans le cadre institutionnel, prenne des décisions qui tiennent compte des dynamiques différentes de la région, tout en faisant un seul hôpital avec des missions à répartir. Et cela, nous y avions cru, nous avons cru qu'on pouvait le faire, et c'est pour ça que nous avons aussi adhéré à ce projet. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Fuite de cadre énorme. C'était quand vous n'aviez pas encore la présidence, mais ça continue aussi sous votre présidence. Un inconfort, une incompréhension qui dépasse l'entendement énormément de personnel et local, qui dure jusqu'à maintenant et qui, à mon sens, continue. Le retour du politique, c'est justement, par exemple, ce qu'a fait le Jura bernois avec un conseiller aux États qui a dit on veut maintenir cet hôpital pour telle et telle raison, et c'est un hôpital qui marche bien. On est parfaitement d'accord qu'une structure hospitalière comme celle du canton de Neuchâtel ne peut pas recopier cela, mais elle peut, en certaines parties, s'en inspirer. Vous avez parlé de la maternité. C'est vrai, à des niveaux différents de sécurité, la maternité de Neuchâtel est certainement bien organisée, mais aussi, quand il y a des complications avant les 30 semaines, on utilise aussi des hélicoptères pour transférer ces mêmes mamans de Neuchâtel dans les centres universitaires. Donc il y a différents niveaux, je dirais, de sécurité, bien que l'hôpital public, il est fondamental qu'une maternité cantonale puisse faire face aux complications les plus difficiles, notamment de l'obstétrique. Alors, on va peut-être pas refaire toute l'histoire, mais est-ce que finalement, quand je reprends le propos de Mme de Vosboulay qui dit « je suis là depuis une année », quand je reprends vos propos aussi, vous dites « on paye 10 ans de mauvaise gestion », est-ce que finalement, vous ne payez pas ou on ne paye pas une mauvaise gestion d'une succession de ministres socialistes? Théo Ibrahimi, vous qui êtes socialiste. La question est posée. Oui, moi je remarque que c'est vrai que Mme De Vos n'est pas là depuis très longtemps, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on semble poursuivre dans la même direction. Ça nous intéresse beaucoup, oui, ça nous intéresse beaucoup de savoir. Il y a eu effectivement un ministre PLR, et puis ensuite 2 ministres socialistes, et puis visiblement HNE continue de fonctionner de la même manière.
je crains qu'il y ait une prise, je parlerai de crise institutionnelle, parce que finalement les débats, chaque session du Grand Conseil, on revient sur la manière dont HNE se comporte vis-à-vis de l'État, la manière dont l'État peut mieux gouverner HNE. Moi, je crains qu'il y ait une prise de pouvoir d'HNE, des instances d'HNE qui dépassent leurs prérogatives sans écouter ce que dit le politique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. J'ai l'impression, en d'autres termes, que lorsque Mme Horry souhaitait suivre l'une ou l'autre direction, je pense qu'il y avait à l'intérieur de HNE des résistances qui faisaient que c'était impossible même d'essayer de suivre ces directions-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour le Conseil d'État actuel, suivre la direction qui est voulue par la majorité des gens dans HNE, ceux qui ne sont pas de cet avis, malheureusement, ne sont bientôt tous plus là. Est-ce que c'est une voie de la facilité? C'est possible, moi je ne l'exclus pas, mais je ne suis pas persuadé, mais alors vraiment pas, que ce soit la voie de la réussite. Mais vous avez raison, il y a une crise entre, c'est la crise institutionnelle que j'évoquais tout à l'heure, il y a une crise entre l'État lui-même, le fonctionnement de l'État et HNE, et cette crise-là, pour réussir, on devra absolument la régler, et je pense qu'HNE a un gros travail à faire aussi dans cette direction. Finalement, c'est une crise, on pourrait dire, qui sourit au secteur privé dont vous êtes issu, Olivier Lebeau. Vous tirez les marrons du feu un peu? On peut effectivement le voir comme ça. Après, de nouveau, c'est une question de perspective. Je crois que Mme de Vosbolet l'a très bien dit, c'est qu'est-ce qu'on veut de l'hôpital public? C'est ça la question fondamentale pour laquelle on est là ce soir. Est-ce que c'est à vous de répondre à cette question, qui est issue du secteur privé et puis député de Je droite? pense que c'est clairement à la population d'y répondre. Alors ça, c'est clair que d'un point de vue politique, je crois au partenariat public-privé, mais j'ai envie de dire c'est presque un autre débat qu'on pourrait faire une fois. Par contre, je crois que ça a bien été dit, c'est qu'est-ce qu'on veut de l'hôpital public avec quelques évidences. C'est un hôpital qui a besoin de se réformer en profondeur, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a, je crois, la plus grosse erreur, je l'ai déjà dit, qui a été faite durant la précédente législature, c'est de sortir un plan de nulle part, j'ai envie de dire, sans avoir consulté le personnel. Et là, je rejoins un petit peu ce que disait M. Benali. Au moins, cette fois-ci, on consulte les gens, on pose leurs questions, on demande comment ils envisagent leur travail. Et je trouve en soi, c'est un progrès énorme. Après, c'est un progrès qu'on ne va pas en constater, je dirais, le bénéfice aujourd'hui ou demain. On va en constater le bénéfice dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Si on était Harry Potter, on ne serait pas là. Et puis, je crois que la troisième question qui a été posée, que je trouve absolument essentielle, c'est la gouvernance de l'hôpital. Alors là, de nouveau, qu'est-ce qu'on veut? Ça a été débattu, pour le moment, ça a été renvoyé, si je ne me trompe pas, en grandissement, mais ça a été débattu de dire, mais finalement, est-ce qu'on fait de HNE un service de l'État, puis le politique décide tout, ou est-ce qu'on augmente la marge de manœuvre de l'hôpital de Châtellerault, où finalement, on va un petit peu en sens inverse en se disant, mais maintenant, c'est un conseil d'administration autonome, le politique fixe les grandes lignes, le cadre. Évidemment qu'au niveau de la HNE, ils ont aussi le cadre fédéral à respecter, et puis une fois qu'ils connaissent ce cadre, ils ont toute latitude, avec évidemment les contraintes budgétaires. C'est clair, là, en tant que PNH, je suis plutôt favorable à la deuxième possibilité. Oui, j'aimerais juste intervenir pour répondre ou préciser certaines choses qui ont été avancées par le Dr Lebeau. Oui, moi je me félicite aussi qu'il y ait des groupes de travail au sein de HNE, mais je remarquerai quand même que quand l'essentiel des médecins portant des avis divergents ont été évacués, le groupe de travail n'a pas tout à fait la même signification que précédemment. Je remarquerai aussi que la population a déjà répondu 2 fois à ce qu'elle attendait d'un hôpital de service public. En 2005, la population vote sur HNE, ce qu'on appelait à l'époque PHM, avec un conseil d'État qui est très clair en disant qu'il apportera un soin particulier à écouter les régions, à respecter les régions, et notamment qu'il y aura 2 piliers de cet hôpital multisite, un pilier à Portalaise, un pilier à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, avec rénovation rapide de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Et c'est ce projet-là
que la population a massivement accepté il y a 10 ans. La population a été consultée également en 2013, et d'une certaine manière, alors le plan était-il bon, le plan était-il mauvais, et d'une certaine manière, la population neuchâteloise, de toutes les régions, a redit exactement la même chose qu'en 2005. Donc moi j'ai l'impression qu'on va pousser le bouchon et revenir devant la population jusqu'au moment où la population dira ce qu'HNE a envie d'entendre, et à nouveau, on est plongé dans la crise institutionnelle que je ne cesse d'évoquer. Ça fait beaucoup de questions pour Pauline de Vosbolet. Peut-être dans l'ordre, en histoire des partenariats publics-privés, comment vous les voyez en tant que présidente du conseil d'administration? Est-ce que vous avez envie de tendre la main au secteur privé et développer des partenariats avec eux, ou est-ce que clairement pour vous c'est une concurrence malsaine? C'est une concurrence malsaine, non, mais c'est une concurrence, c'est totalement évident. Maintenant, cette concurrence ne se bat pas avec les mêmes armes que nous, donc c'est un biais, une distorsion de la concurrence. Maintenant, la stratégie de l'hôpital de Châtellerault, comme je disais tout à l'heure, les différents spécialistes se projettent dans l'avenir de leur spécialité en fonction des développements médicaux des différents secteurs. On pourra envisager une collaboration dans tel ou tel domaine, mais ça, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs à l'heure actuelle, parce que nous sommes en pleine réflexion. C'est évidemment lié aussi aux questions de relève. Est-ce que nous allons trouver à l'avenir suffisamment de médecins pour les développements que nous souhaitons? Donc ce sont des questions ouvertes, et c'est évident que là, il y aura des pistes de collaboration utiles et nécessaires, nous les lancerons. Est-ce que vous souhaitez un hôpital public qui fasse absolument tout, qui remplisse toutes les missions, qui assume toutes les spécialisations? Disons que l'hôpital de Châtellerault déjà n'est pas un hôpital universitaire. Donc de ce fait-là, il ne propose pas l'ensemble des prestations. Et maintenant, encore une fois, en fonction des ressources humaines, médicales, soignantes, techniques que nous avons au sein de cet hôpital, nous allons pouvoir ou ne pas pouvoir continuer à offrir certaines prestations. Mais le périmètre est de toute façon moins large que celui d'un hôpital universitaire. J'aimerais peut-être rapidement revenir sur les propos de M. Hulin-Eli. Lorsque vous dites que les anciens ont été évacués, moi je m'inscris en faux par rapport à ça. J'ai accordé une attention fondamentale à l'équilibre des participants dans les différents groupes de travail. Alors ce qu'on a constaté, c'est que certains représentants du haut n'ont pas voulu venir. Ça, c'est une autre question. Mais ces personnes ont été invitées. J'ai souhaité leur participation, j'ai souhaité l'échange et la discussion. Donc, de dire que nous avons évacué les anciens, c'est presque nous accuser de finalement d'hégémonisme, ce qui n'est pas vrai. Vous avez quand même des départs en masse de médecins, notamment cadres, et notamment du site de la Chaux-de-Fonds. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas nier. Les départs en masse, à qui faites-vous allusion? Alors, par exemple, le docteur Lalive, qui a tenu des propos notamment dans Page de Gauche, l'urologue de la Chaux-de-Fonds a donné sa démission la semaine passée. Est-ce que vous confirmez ça? Le docteur Lalive, c'est pas en masse déjà, mais le docteur Lalive J'arrive avec la suite. Très bien. Le docteur Lalive a déposé sa démission la semaine dernière. Nous sommes en discussion sur ce départ à l'heure actuelle. Est-ce que vous confirmez aussi le départ du médecin-chef, chef en médecine interne du docteur Koundig et du gastro-entérologue docteur El Wafa? Le docteur Koundig, oui, qui est en charge de la qualité, El Wafa, je ne suis pas au courant. D'accord, ça fait 3 en une semaine. Ça fait 3 en une semaine. Alors, il y a effectivement une vie propre dans l'hôpital de parler de démissions en masse, et surtout de démissions en masse. Si je prends le cas du docteur Koundig, je n'ai pas le sentiment que ceci soit en rapport avec la stratégie hospitalière. Docteur Spalletti. Oui, permettez-moi d'intervenir. Départ en masse, il faut le voir sur les 10 dernières années. Ici, il y a beaucoup d'anciens médecins cadres, aussi collaborateurs du public, public-privé d'ailleurs, le docteur Berbilly, le docteur Baquet, qui ont été des médecins très connus, dont tous entendent les choses. En 10 ans, on a démoli, démantelé un des meilleurs hôpitaux de Suisse romande. C'est un fait. On a démoli un des meilleurs hôpitaux de Suisse romande. C'est ça en projet.
Les départs en masse, vous n'en êtes pas responsable, Madame Devos, c'est vrai, mais on ne peut pas ne pas les évoquer. Alors, en une minute, j'ai monté le premier service public d'infertilité dans le canton. On a démissionné parce qu'on a décrété que je n'étais pas une valeur ajoutée pour l'hôpital de Châtelain. Maintenant, On va peut-être on pas va pas parler de ça. Alors, Docteur Monrad, personnalité marquante de l'oncologie, parti dans le canton à Devenay. Donc, le docteur Marcus Noter, fabuleux médecin de radiothérapie. Il y en a eu des dizaines. il y en a eu beaucoup, mais Madame de Vos-Bollet a probablement une explication par rapport à ces débats. On va pas tous les nommer, parce que voilà, il y en a eu beaucoup, on vient de le dire. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces débats? On va résumer la question comme ça. Alors, moi, ce que je peux supputer pour les départs des 10 dernières années, c'est effectivement une grande insatisfaction par rapport à la façon dont l'hôpital fonctionnait. Ce que nous essayons de modifier à l'heure actuelle, alors je me répète, mais c'est bien comme ça qu'on essaie de modifier la dynamique au sein de l'entreprise, c'est de parler, d'échanger avec les médecins qui sont quand même les principaux vecteurs d'un hôpital, de faire en sorte que nous soyons en échange sur le développement de leur spécialité. Moi, j'entends avec peine, ce n'est pas la première fois que j'entends dire ça, que l'hôpital, en 10 ans, a été démoli. Alors, encore une fois, le passé, je peux pas le changer. Maintenant, il faut aussi garder à l'esprit que le monde hospitalier n'est pas resté le même. Alors oui, il y a peut-être eu des décisions politiques qui n'ont pas plu à certains et qui ont provoqué ces départs. Il y a eu de l'inertie au sein de l'hôpital de Châtelain qui a provoqué des départs parce que certains spécialistes n'avaient pas la possibilité de développer finalement leur métier de façon satisfaisante. Le fait aujourd'hui de donner une ligne claire à l'hôpital, et je souhaite ardemment que d'ici une année, nous puissions avoir une stratégie claire. Donc l'hôpital en tant qu'institution a posé sa stratégie, maintenant le débat démocratique doit avoir lieu, mais je souhaite ardemment que nous puissions avoir une stratégie claire. Le fait d'avoir une stratégie claire signifie que vous avez un projet d'entreprise. Et ce projet d'entreprise, on peut y adhérer ou le refuser. Lorsqu'on le refuse, eh bien, on quitte l'entreprise. Mais lorsqu'on y adhère, ça motive, vous créez des projets, vous vous inscrivez à quelque chose, dans quelque chose de motivant. Il y a d'immenses qualités au sein de cet hôpital. La crise que nous traversons est une crise que je qualifierais de politique et de gouvernance, si on veut bien, mais ce n'est pas une crise de la qualité des soins. Il y a des gens merveilleux, des médecins merveilleux, des soignants merveilleux, des techniciens et des administratifs dans le monde qui font fonctionner cet hôpital. Et au fond, c'est ça qu'on doit préserver, qu'on doit développer. Et en ayant un projet institutionnel qui soit posé et qui nous projette sur les 10, 15, 20 ans à venir, on arrivera à recréer le dynamisme que nous avons perdu et que vous mentionnez, que nous avons perdu depuis des années. Finalement, Théo Guinaï, on peut comprendre que ça prend du temps, ça a mis peu de temps pour se tourner finalement, mais ça prend du temps de construire un hôpital de qualité, de le redimensionner. Il y a de l'inertie aussi à faire revenir des médecins. C'est peut-être vous qui êtes un peu impatient, vous, pas vous personnellement, mais vous en général. Je pense que pour réussir, je peux souscrire à un certain nombre de choses qu'a dit Madame Devos. Cela dit, pour réussir, il est important qu'au niveau managérial, il y ait quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de départs, on en a parlé, y compris à la direction, et pourtant, à l'intérieur de l'hôpital, il y a parfois encore trop d'attitudes déviantes, de manque de respect, de vexation, des médecins qui ne souhaitent pas aller travailler dans tel hôpital alors qu'ils le devraient. En général, c'est plutôt sur le site des montagnes châteloises. Les attaques qu'a vécues le centre de scénologie de l'intérieur de l'hôpital en toute impunité est quelque chose de scandaleux, et tant qu'on est là-dedans, on n'y arrivera pas. Ça doit cesser. Alors on doit régler la question institutionnelle, les liens entre l'État et HNE, et on doit aussi régler ce qui se passe dans HNE. Et je dois dire que pour l'heure, c'est alors j'espère me tromper, j'espère que ça va changer, mais il y a un immense boulot, et je pense qu'il faudrait commencer par le reconnaître.
C'est pour l'heure une de mes grandes déceptions de la nouvelle équipe, parce que j'avais mis de ce point de vue-là, pas tellement sur les options stratégiques hospitalières, parce que je sais que nous ne sommes pas en phase, nous ne sommes pas d'accord, mais j'avais mis de ce point de vue-là énormément d'espoir sur la nouvelle équipe, et j'espère que des mesures seront prises pour que ça ne se produise plus. On ne peut pas avoir au sein d'une institution cantonale, un seul espace cantonal, des moqueries parce que, venant de responsables, parce que l'un ou l'autre collaborateur travaille sur un site qui visiblement déplaît. Ça n'est pas admissible. C'est quelque chose que je n'admettrai jamais dans mes services communaux. On va revenir sur les problèmes de gouvernance. Olivier Lebeau les a effleurés tout à l'heure avec cette question très claire: qui doit fixer le cadre? Est-ce que la HLM doit devenir un service de l'État? Est-ce que le politique doit simplement se contenter de fixer un cadre vague de loin? Selon vous, Olivier Lebeau, qui doit fixer ce cadre précisément? Quel est l'idéal? Est-ce que le système actuel est concluant? Alors, si je vais jusqu'au bout du raisonnement en étant parfaitement libéral, je dirais que le cadre est déjà fixé par la loi. Et puis finalement, quelque part, on devrait presque se contenter de la c'est peut-être un petit peu trop extrême. Ensuite, pourquoi? Parce que finalement, la LAMA ne définit que quelques grands principes, c'est le financement des hôpitaux, et puis elle prévoit 2 dérogations qui s'appliquent. On a même l'impression que cet article a été écrit pour l'hôpital de Châteauroy, qui prévoit 2 dérogations. Alors la première qui concerne tout le monde, c'est la formation, et puis qui prévoit justement également des prestations d'intérêt général pour pouvoir assurer une certaine forme de régionalisme et financer le multisite. Finalement, on pourrait presque se contenter de ça. Ensuite, je pense justement, de par sa particularité géographique au niveau du canton de Neuchâtel, moi je peux comprendre la volonté politique et populaire de fixer des limites un petit peu plus contraignantes. Ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, c'est le plus mauvais compromis possible, où finalement, le politique s'en mêle trop, mais pas assez si on veut aller jusqu'au bout, ou alors le phénomène complètement inverse, qui consiste à dire qu'il fixe des limites qui sont juste intenables ensuite sur le plan opérationnel, et puis finalement, c'est ce qui fait que le dossier est complètement figé, bloqué. Pour moi, ça, tout se tient, je crois que ça, M. Mélanie disait, Mme de Rosebonnet disait, je veux dire, un médecin, s'il n'a pas, ou un soignant en général, s'il n'a pas un projet clair devant lui, s'il n'a pas un projet motivant devant lui, pourquoi il reste? Je veux dire, l'offre et la demande, elle est simple. Je veux dire, pour trouver du travail dans ces milieux-là, c'est extrêmement facile au niveau de la communauté. S'il n'y a pas un beau projet derrière, les gens partent. Vous dites tout reste figé, il y a quand même le droit d'initiative qui fige beaucoup le dossier, les initiatives qui prennent des mois, voire des années. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer la loi pour avoir un droit de référendum qui est beaucoup plus court? Alors le droit de référendum est effectivement un petit peu plus court, mais enfin si on prend ce qui s'est passé en 2012, la loi est acceptée devant le Grand Conseil, si je ne me trompe pas, en avril 2012. Il y a une première étape qui est figée, ça repasse en 2013, les signatures sont récoltées, un référendum, et puis pour finir, le peuple s'est prononcé fin 2014, donc même avec un droit de référendum, on a pris plus de 2 ans, 2013, pardon, fin 2013, on perd une année et demie finalement déjà dans un dossier avec un droit de référendum. Alors, c'est peut-être plus court que le droit d'initiative. Ensuite, c'est un droit démocratique, je ne pense pas qu'il faille le remettre en question pour autant. Je dirais surtout pas. À l'inverse, je pense de nouveau, si le projet au départ se fait depuis la base, depuis les soignants, depuis l'opérationnel, où finalement les gens qui connaissent leur métier définissent quelles sont les options réalisables dans un cadre financier défini, alors on arrive au plan le plus cohérent possible. Ce qui s'est passé en 2012, c'est l'inverse, c'est venu tout en haut, c'est redescendu, c'était absurde, et puis on s'en est rendu compte trop tard. Il y a quand même des gens que je considère intelligents, même s'ils ne sont pas au PLR, qui s'en sont rendus compte. Alors il y a un candidat au fédéral qui est pas là ce soir, et puis le conseiller d'État aussi. Il s'est aussi rendu compte qu'il a soutenu le vote en 2013, et s'est quand même rendu compte qu'il n'était pas... Johannes Spolettini, vous partagez cet avis? Alors, je pense que c'est un peu contradictoire, parce qu'il faut dire, voilà, en Suisse, il y a une part du privé, donc, qui s'occupe de niches. Par exemple, je prends l'exemple du groupe Irslander, qui s'est spécialisé dans tout le traitement des calculs rénaux et qui, à lui seul, pratiquement
concentre un peu ce traitement-là, des traitements d'ailleurs qui sont très rapporteurs aussi d'argent pour les cliniques privées, et qui font que celles-ci, forcément, si elles sont positives, elles continuent leur vie, et si elles sont négatives, elles arrêtent d'exercer. C'est vrai que moi, je verrais un partenariat public-privé dans le sens où le privé renonce en quelque sorte à une certaine, à prendre toute la part des bénéfices, qui si dans le cadre de l'hôpital ou d'une clinique où il y a aussi du personnel et des médecins qui seraient à cheval sur les deux systèmes, eh bien qu'on étudie des voies un peu nouvelles où le privé participe à des investissements, aussi dans le public, et puis, selon une clé de répartition peut-être à trouver, on se partage, encore une fois, un petit peu les bénéfices. Il est impossible que le secteur public concentre à lui seul tous les actes qui sont rentables au niveau médical, et il y en a beaucoup. On a l'exemple dans le canton de Machel de l'ophtalmologie. L'ophtalmologie a pratiquement disparu de l'hôpital public. L'ophtalmologie est pratiquement toujours bénéficiaire. Dans tous les centres de Suisse, elle est bénéficiaire, qu'il y ait relativement peu ou beaucoup de travail. Or, c'est quand même dommage que cette branche-là soit partie du secteur public. C'est un des exemples. Oui, c'est vrai que c'est. Vous savez que pour les montagnes jacloises, pour les deux villes des montagnes jacloises, se pose une question qui est difficile à trancher, c'est-à-dire savoir comment réagir face à l'arrivée d'un acteur privé dans les montagnes jacloises, alors que c'est vrai, tout le monde le sait, notre obédience entre guillemets de gauche fait que nous sommes très attachés au secteur public et qu'en même temps ce secteur public déserte les montagnes châteloises, semble abandonner les montagnes châteloises, et que le secteur privé arrive avec un discours positif en disant qu'il y a quelque chose à faire sur le plan sanitaire, qu'il y a la masse critique, arrive avec des capitaux pour investir et souhaite particulièrement développer des spécialisations sanitaires abandonnées par l'hôpital public. J'allais prendre l'exemple de l'ophtalmologie parce que c'est très parlant, secteur rentable, et pourtant on a l'impression que HME n'a rien fait pour que la suite du docteur Triton à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds soit assumée correctement. Une clinique privée arrive et dit eh bien nous souhaitons offrir cette prestation. Alors on n'est pas naïf, on sait qu'évidemment il y a des gains financiers derrière, mais enfin on souhaite offrir cette prestation à la population des montagnes châteloises. Comment se positionner? Évidemment, on est redevable aussi vis-à-vis de nos concitoyens et on sait que c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Alors, on est dans une forme de contradiction, à la fois en souhaitant défendre le secteur public et puis en même temps, eh bien, on est face à une nécessité aujourd'hui de chercher à permettre à des acteurs privés de pouvoir développer leurs activités parce que ce sont des emplois, parce que ce sont des activités économiques importantes, parce que ce sont des investissements importants, alors qu'HME, depuis 10 ans, ne nous propose à peu près rien. Des propos qui vont être apparemment un peu rectifiés pour les volets. Sur l'ophtalmologie d'abord, donc là c'est un bel exemple de partenariat public-privé puisque nous collaborons avec le CNO qui a ses locaux au sein de l'hôpital de Châtelois et dont les ophtalmologues interviennent en pédiatrie, interviennent pour les patients stationnaires, donc c'est un partenariat qui fonctionne à satisfaction. Et j'aimerais également m'opposer contre le terme de désert, de déserté que vous venez de citer encore une fois, je l'ai lu dans la presse également. Dire que l'hôpital de Châtelois déserte les montagnes m'afflige parce que nous y restons, et deux, nous souhaitons mettre en place toute une série de prestations qui répondent aux besoins de la population. Maintenant, en plus de ce que l'hôpital de Châtelois propose, il y a bien évidemment aussi
les cabinets de groupe, les SMUR, les polycliniques dans les autres régions. Donc, prétendre, et c'est quelque chose qui a été utilisé par l'acteur privé du canton, que HL créait un désert médical dans les montagnes est clairement erroné. Et je m'opposerai à ça sur le fond et sur la forme. Il reste 5 minutes avant que nous arrivions au terme de ce débat, étant donné que c'était, l'hôpital de Châtellerault a pas mal été montré du doigt. Ce que je vous propose, c'est que je pose quelques questions brèves à Madame Pauline de Vos-Bolet et que donc vous fassiez des réponses brèves. Nous avons essentiellement des gens des montagnes dans la salle. Première question, la population du Haut, c'est pas un scoop, est inquiète ce soir. Comment vous pouvez la rassurer? Alors, on entend bien sûr toutes ces inquiétudes et nous essayons de trouver des solutions si on prend par exemple le cas de la pédiatrie, puisque nous avons eu quelques soucis au sein de notre polyclinique de pédiatrie. Le conseil d'administration et la direction sont en train de travailler sur un modèle qui permettrait à l'hôpital de Châtellerault de rouvrir une véritable polyclinique de pédiatrie. Donc les détails, on pourra les communiquer d'ici quelques semaines. Donc nous entendons ce souci et nous essayons d'y répondre. Ça, c'est pour la pédiatrie. De manière générale, comment est-ce que vous souhaitez regagner la confiance des gens du Haut? Alors, je pense que nous avons un grand travail de communication à faire, à continuer, expliquer pourquoi certaines décisions sont prises et puis rassurer aussi, parce qu'encore une fois, le débat démocratique ne fait que commencer. Et la consultation sur le projet hospitalier se fera en début d'année prochaine, l'été prochain, dans ces eaux-là à peu près. Donc nous entendons tout ça. Est-ce que vous pouvez donner des garanties par rapport au site de la Chaux-de-Fonds? Alors, garantie par rapport à un projet hospitalier, alors bien évidemment, l'hôpital de Châtellerault a proposé sa stratégie pour les montagnes. Si le Conseil d'État et le Grand Conseil nous suivent, alors en ce sens-là, oui, il y a une garantie. Maintenant, c'est vrai que nous sommes dépendants aussi de la décision de ces autres instances. On entend beaucoup de choses, notamment en termes de sécurité sanitaire. Est-ce que les patients sont en sécurité, notamment le soir et les week-ends, avec la fermeture des blocs opératoires? Oui, là vous faites allusion à la question de l'intubation et de la discussion autour de patients qui nécessitent une prise en charge de ce type-là. Donc nous travaillons étroitement avec les médecins urgentistes, intensivistes du site de la Chaux-de-Fonds, qui eux peuvent appuyer les infirmiers anesthésistes dans ces gestes-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est un élément peut-être aussi utile à signaler. L'important, lorsque un patient arrive en urgence, c'est de le stabiliser. Ce n'est pas de le transférer aussi rapidement que possible d'un lieu à un autre, mais c'est de le stabiliser. Une fois que ce patient est stabilisé, vous pouvez, je grossis un peu le trait, vous pouvez faire un trajet de 3 heures parce qu'il est stabilisé. Donc l'important, c'est de disposer des compétences médicales soignantes nécessaires pour stabiliser les patients. Merci. C'est l'heure des questions du public. Les mains se lèvent. Alors, on va vous demander peut-être de poser les questions de façon audible parce que voilà, il y a un petit souci de micro, mais je pense faire des allers-retours avec le micro, ça va être un peu compliqué. Donc, à la limite, vous pouvez rester assis, mais simplement parler bien fort. Et vous identifier, voilà. Malgré quand même, Thomas Junot, j'aurais 2 questions en fait, je vais être rapide. Sur le modèle public-privé, vous écartez un petit peu vite le modèle de Saint-Igné en nous disant oui, finalement, c'est pas très sécure parce que s'il y a un problème, les mamans et leurs enfants doivent aller sur notre hôpital. Moi, je vous pose la question très simple est-ce que c'est mieux d'avoir rien du tout ou est-ce que c'est mieux d'avoir le modèle de l'hôpital d'Arlon? Première question. Deuxième question. Alors, déjà la première, puis on vous redonne la parole, je pense. Sinon, on dit la première. Elle est un peu raide, votre question. Mais en l'occurrence, si je suis cohérente avec le discours sécuritaire que nous tenons, alors il est mieux d'avoir rien et d'aller, pour le cas des maternités, d'aller accoucher dans un hôpital où vous avez la garantie d'être prise en charge. Alors je corrige rapidement les propos de M. Spolettini pour les bébés à partir de 28 semaines. Donc vous dites que l'hôpital de Saint-Ignace est un hôpital dangereux.
ce que je dis. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que l'hôpital de Saint-Imier est capable de prendre en charge des accouchements a priori sans risque. Deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez répondre à Théo Nagui qui vous pose la question de l'ambiance, quelque part, au sein de l'hôpital de Châteauroux. Et c'est vrai que, pour faire partie de l'équipe qui avait fait le film à l'époque sur le futur plutôt le passé de l'hôpital de Châteauroux, on avait rencontré à l'époque un bon nombre d'acteurs et il y avait une unanimité pour dire qu'il y avait une espèce, le mot est peut-être un peu fort ici, sous son sens juridique, mais une forme de mobbing au sein de l'hôpital, alors pas forcément de la direction, mais ça venait aussi des collègues, vraiment une ambiance absolument pourrie de l'intérieur qui nous était décrite, et il n'y a jamais eu d'enquête, en tout cas révélée de la part de la direction nationale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour concrètement C'était quand votre film? C'était au moment de la votation, la précédente votation. Mais ça continue, hein, je veux dire, quelque part, même la réaction violente qui a eu suite à la publication de l'article de gauche, et à mon avis témoin d'un profond malaise qui existe encore au sein du personnel soignant de la chaîne. Alors, il faut probablement distinguer deux choses. L'ambiance, pour répondre aussi à la remarque de M. Guillaume, qui disait qu'il avait mis beaucoup d'espoir dans la nouvelle équipe. Je rappelle juste que le nouveau directeur général de transition n'est pas encore entré en fonction, donc il y a une partie de la nouvelle équipe qui n'est pas encore là, que le nouveau directeur médical vient d'entrer en fonction du 14 septembre, et que le nouveau directeur financier est rentré en fonction le 1er septembre. Donc la nouvelle équipe n'a pas encore pu tout à fait faire ses preuves, et le directeur RH partant, forcément, n'est pas encore remplacé. Donc cette nouvelle équipe, elle a clairement pour volonté d'échanger. Alors ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec tout ce qui se dit, qu'on soit bien en clair là-dessus, mais elle a la ferme volonté d'aller à la rencontre des collaborateurs, d'échanger, d'entendre, de prendre en considération les remarques qui sont justes. Donc on espère que l'ambiance sous cet angle-là va s'améliorer. Maintenant, par rapport à Page de Gauche, vous conviendrez, je l'espère, que les propos qui ont été utilisés n'étaient peut-être pas forcément des propos très dignes et très respectueux. Enfin, je me suis fait traiter de chef de secte, de technocrate, enfin bon, ça va un moment, vous comprenez. Si on vous tient des propos de ce type-là, régulièrement, n'importe quelle personne en aurait marre. Et moi, en l'occurrence, la politique que je défends, et qui est d'ailleurs défendue par cette nouvelle équipe de direction et par le conseil d'administration, est que les collaborateurs peuvent s'exprimer. Ils peuvent être en désaccord, mais il y a un minimum de respect à avoir. Donc vous ne pouvez pas traiter votre employeur de tous les noms d'oiseaux alors qu'il est celui qui paye votre salaire. Une autre question, peut-être monsieur ensuite madame. Monsieur, oui. Vous vous présentez pour ceux qui vous connaissent. Il y a une fuite en avant. Plus fort. Il y a une fuite en avant. Une fuite en avant. C'est essentiellement de dire vous aurez un hôpital, vous aurez un CDR, mais vous ne pouvez pas entrer sur ce territoire chauffronnier que vous ne connaissez pas sans prendre en compte la charge émotionnelle énorme qui traîne derrière et qu'on doit faire avec. Il y a la population des montagnes est en deuil. Alors vous allez rire parce qu'on a perdu l'hôpital, alors on va rire parce qu'on a perdu l'école d'ingénieurs, mais ce n'est que des ruptures répétitives. Et tant qu'Hachem n'a pas senti que pour se faire entendre, on doit faire une initiative effectivement, parce qu'on ne se fait pas entendre, ou bien parce qu'on se fait entendre, on part. Il n'y a pas de reconnaissance à l'hôpital de Châteauroux. Est-ce que vous avez posé une main une fois sur l'épaule? Est-ce que vous avez dit, votre boulot est dur, mais on va vous aider? Moi, je sais ça. Je l'ai vu avec M. Autier, je l'ai vu avec M. Rubin, qui était les premiers destructeurs de l'ambiance hospitalière. Et avant de faire un CTR,
premier projet d'HME devrait être de réunir, d'aller dans la souffrance, de faire un travail. Vous partez avec un bagage évidemment négatif, vous avez 2 déserts devant vous, si je charrie, il y a l'hôpital fribourgeois, vous passez à Port-en-Prince sans désert. Alors, ce genre de remarques que je fais expressément par pour vous dire, l'image est déformée. Donc il y a un travail de fond qui devrait être fait bien avant d'avoir un projet. Dans 1 an, on doit décider, alors que la souffrance est ouverte. Ça saigne. Et moi, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas un psychiatre à l'intérieur. D'accord? Il y a des gens qui ont été nommés pour un porte-parole. C'est un porte-parole qu'on va nommer. C'est l'argent qui va le faire. Vous devez aller à un psychiatre qui vous montre comment traiter la douleur de 10 ans. Voilà. Je vous remercie pour ces propos. Vous savez, je viens d'une famille de psychiatres, donc peut-être que j'ai quelques réflexes en la matière. Et poser la main sur l'épaule de quelqu'un, c'est quelque chose que je sais faire, et que je fais d'ailleurs. Donc je pense être capable d'entrer en relation avec les gens. Vous parlez effectivement d'un passif lourd auquel, j'ai envie de dire, les gens aujourd'hui ne peuvent rien. On doit faire avec, et en même temps, j'insiste là-dessus, l'exercice que nous sommes en train de mener aujourd'hui, il n'a pas pour but de savoir si l'hôpital La Chaux-de-Fonds ou l'hôpital XY survivra. Il a pour but, et on ne se projette pas dans 6 mois ou une année, on se projette dans 10-15 ans. La question fondamentale est de savoir si à Neuchâtel, nous aurons encore un hôpital, les choses vont tellement vite. Hein? Monsieur Lebeau a signalé les prestations d'intérêt général. Cette subvention, c'est une prestation d'intérêt général, c'est une subvention. Au fond, cette subvention, elle nous est octroyée parce que nous effectuons un certain nombre de prestations non rentables. Je crois que l'hôpital public sert à ça, aussi à fournir des prestations non rentables, mais aussi parce que nous n'avons pas su prendre certains virages. Vous ne vous rendez pas compte de la difficulté des négociations tarifaires que nous avons année après année avec les assureurs maladie en Suisse. Les hôpitaux en Suisse, les hôpitaux publics et privés d'ailleurs, une grande partie d'hôpitaux publics sont comparés entre eux, et l'hôpital neuchâtelois est plus cher que les 5 hôpitaux universitaires. On est le 3e ou 4e hôpital le plus cher du benchmark, de la comparaison. Alors, si je vous dis ça, c'est pour vous dire que la pression est immense. Année après année, on diminue nos tarifs. Et nous, avec des tarifs qui ne couvrent pas les coûts, en plus, nous sommes censés payer nos investissements. Donc la pression est immense. Donc, vous avez raison, on doit vivre et on doit intégrer et on doit entendre la souffrance. En même temps, on doit essayer de faire avancer cet hôpital pour qu'il survive. Donc, c'est toute la complexité. Vous n'avancez pas si vous ne mettez pas la résolution de la souffrance avant. On est d'accord, il y a des tarifs, il y a ça. Si vous montrez à ces assurances que l'hôpital de La Chaux-de-Fonds est le meilleur de Suisse pour la formation, et qui en effet il est peut-être plus cher, mais qu'en fait vous formez des gens qui vont venir, etc., prenez tous ces gens qui veulent bosser ici, mettez, je ne sais pas, changez votre image, il y a quelque chose à faire, prenez quelqu'un, un communicateur, pour que vous arriviez à, dans les certains propos que vous donnez, les faire passer, les faire accepter, mais jusqu'à présent c'est la cata. Il apprend par la presse qu'il y a un CPR qui va arriver. Mais c'est délirant. Ça, je m'excuse, monsieur Hugues-Naillier, nous l'avons rencontré à 2 reprises. Ceci dit, indépendant, peut-être c'est celui-là, mais numéro un, réglons le problème. Alors, on a bien compris le problème de la souffrance.
réponse. Madame, vous avez une question? Plus fort, plus fort. Yasmina Kovic, j'ai deux questions. La première, ça concerne comment vous pouvez dire que vous voulez rassurer la population des montagnes neuchâteloises. Je vous rappelle quand même que Chaudron est la 3e ville de Suisse romande, donc plus de population que Neuchâtel, et puis nous dire, on ne sait pas si dans l'avenir, on aura encore un hôpital peut-être à Neuchâtel. C'est pas rassurant du tout comme propos. Donc je pense qu'il faudrait aussi savoir vraiment vers quoi on veut aller et vers quoi l'hôpital Neuchâtel, l'hôpital public, sur lequel le peuple s'est prononcé, a quand même donné mandat au conseil d'administration, au conseil d'État, aux politiques, pour mettre en place certaines décisions. Vous êtes en train de dire, Chaudron, on gèle tout, même si c'est le conseil d'État qui l'a fait, sur quand même votre recommandation du conseil d'administration, on gèle tout à Chaudron, mais en même temps, on met d'arracher l'ensemble des autres réformes sur les autres sites. Comment voulez-vous rassurer les montagnes en faisant de tels, on va dire, presque schizophrénie, on va dire, presque, vu qu'on était dans le psychique, en faisant des attitudes différentes entre les montagnes et le reste du canton? Première question. Je n'ai pas dû être suffisamment claire. C'est lorsque vous dites chaux de fond, j'ai tout, au contraire, le projet que nous proposons pour la chaux de fond est un bon projet. Nous l'avons qualifié de projet phare parce qu'effectivement, il a le potentiel d'être un projet phare qui préservera l'emploi, qui pourra être attractif non seulement pour le canton, mais peut-être pour d'autres patients extra-cantonaux. Donc nous aurions pu, et si vous avez lu notre rapport stratégique, nous aurions pu dire, au fond, la meilleure solution, c'est de créer un site unique tout de suite. Et ça nous semble complètement démesuré à ce stade, impossible. Donc ce que nous sommes en train de développer, c'est justement garder un bel outil hospitalier dans le pays. Deuxième question. Deuxième question, vous avez dit au début du débat que HNE était coincé par la CCT du public. Je vous pose la question, est-ce qu'au Jura, il n'existe pas une CCT? Est-ce qu'à l'hôpital de Rhénat, que vous avez pris comme référence, il n'existe pas de CCT? Merci de votre réponse. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment explicite dans la façon dont j'expliquais ça. J'ai signalé ceci par opposition à des structures qui n'ont pas ce type de contrainte. Loin de moi l'idée de dire que la CCT est une mauvaise chose. Donc, vous venez du SSP, donc je comprends que vous défendez cela, je le défends aussi. Je pense que le secteur public a un avantage de protection de ses collaborateurs, de mise à disposition de règles qui sont extrêmement claires et respectueuses du travail des gens, mais factuellement, pour reprendre l'hôpital de Saint-Imier par exemple, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est quelque chose qui nous distingue. D'autres questions? Il y a 3 autres débatteurs, si j'en ai. Voilà, oui. Monsieur, oui. Merci. Bien fort. Voilà, oui, écoutez, c'est un homme triste qui vous parle. J'ai passé 30 ans de ma vie dans cet hôpital. C'était ma vie, c'était mon cœur, mes nuits, mes week-ends, mes jours. Et j'aimerais vous rendre attentive, Madame de Rosebolet, à quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas. Toute cette histoire est un drame qui part de la non-implémentation du plan de révision globale de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Cette structure, qui était une structure magnifique, a commencé à se déliter une fois que l'hôpital Courtalès, qui a été accepté par les citoyens du canton d'ailleurs, a siphonné l'argent pour un développement harmonieux de 2 sites que la loi voulait à peu près égaux. Je sais bien qu'on est plus petit que le Châtel et que l'Ittérois, j'ai vécu pendant 10 ans. Et c'est comme ça que lentement, cette structure magnifique a commencé à décroître en importance. Les sols se sont creusés, les plafonds ont commencé à sourdre de l'humidité. Et alors, comment voulez-vous attirer des gens dans une structure dont ils savent que la pérennité n'est pas assurée? Quand j'étais médecin-chef, madame, pour 12 places d'assistants, j'avais 180 demandes
Par année, je passais un mois à trier les dossiers pour prendre les meilleurs. Qu'est-ce qui reste maintenant? Parce que l'hôpital est en train de s'en aller. Évidemment, si l'hôpital s'en va, les gens s'en vont. Pourquoi? Je vais dire quelque chose de politiquement tout à fait incorrect. Il existe, et il a toujours existé, un mépris et une suffisance du littoral vis-à-vis des structures du haut du canton, alors que celles-ci représentent 30 à 40% des impôts qui arrivent dans les caisses de l'État. Cette suffisance, elle est palpable. Je l'ai palpée, je l'ai vécue. Quand vous avez un chirurgien qui fait de l'ostéologie, qui dit « si on m'oblige à venir travailler à l'hôpital La Chaux-de-Fonds, je n'irai pas, je n'ai jamais franchi la ville des Alpes, c'est pas demain que je le ferai », ça explique beaucoup. C'est politiquement incorrect, mais moi, l'obscénité, je ne peux pas la définir, mais quand je la vois, je la reconnais. Olivier Legault. Je ne vais pas répondre sur l'ensemble de la problématique, mais de nouveau, alors si je comprends tout à fait ce sentiment-là, je peux le partager parfois, je suis aussi inquiet pour le futur, si on veut maintenir une cohésion cantonale, et puis je veux dire un canton en harmonie dans ses investissements et dans sa structure même. À l'inverse, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont fondamentalement changé par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire que vous parlez de 180 postulations pour un poste d'interne. C'était peut-être la réalité à l'époque, c'était la réalité dans tous les centres périphériques où finalement c'était quasiment... Enfin, la plupart avaient plus de demandes que de postes. Et puis, je vous rappelle juste qu'au jour d'aujourd'hui, la réalité, elle est fondamentalement différente. On ne trouve pas d'internes. On est obligé d'aller les engager en Pologne, en Roumanie ou dans l'Union européenne. Dans les centres universitaires, comme chef de clinique, j'avais des internes de l'Union européenne, ça n'arrivait pas quand j'étais interne. Quand j'étais interne, il n'y avait que des étudiants suisses, et comme chef de clinique, on recrutait même parfois des étudiants de 6e année, on les faisait passer comme faisant fonction d'interne, parce que la pénurie, elle est là. Le monde médical a profondément changé par rapport à ça. Une autre intervention? Alors, il y en a pas mal, donc je vais vous demander d'être un peu plus bref, si c'est possible. Monsieur, oui, ça fait un petit peu lever la main. Monsieur, d'abord en noir, et ensuite monsieur avec la pancarte. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Je suis médecin sur le haut du canton, donc et je voulais relayer les propos du professeur de Toronté concernant la suffisance du bac. Et pour moi, il a été illustré par un mot que vous venez de dire tout à l'heure, Mme de Vos, c'est vous ne vous rendez pas compte. Et ça, ce n'est quelque chose que depuis le début, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit le Conseil d'administration de cet hôpital, visiblement dans le haut du canton, on n'est pas assez intelligent pour comprendre la situation et les problèmes financiers qui entourent. Et ça, c'est un gros point de communication. Ça, c'est la première chose que je vais dire. Et c'est quelque chose qui vous dessert de façon majeure. Aussi bien le Conseil d'État que le Conseil d'administration, de la façon dont vous avez de communiquer. On a l'impression ici, du reste vous l'avez dit, ici quand on est dans la salle de musique, on a bu un verre de trop, on a bu un verre d'alcool de trop, donc on a l'impression d'être très très mal perçu. Ça c'était la chose que je voulais dire. Maintenant, Monsieur Huguenin, Théologien Elie, a dit que vous alliez créer un désert médical. Et c'est vrai. Donc moi je me vois même, je relaye ce que disait Bertrand Piquet dans un éditorial de la revue médicale suisse, où il disait qu'il fallait peut-être prendre un tout petit peu plus de recul par rapport à cet hospitalo-centrisme, comme on dit, et voir la santé un petit peu plus globalement. Mais un hôpital fort à La Chaux-de-Fonds, c'est la garantie d'avoir des médecins ici. Et en tant que médecin installé, je me rends compte de ce qui se passe tous les jours dans mon cabinet. La ville de La Chaux-de-Fonds, le Haut-des-Montagnes, c'est une catastrophe. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est pas uniquement c'est bien entendu pas le conseil d'administration de l'hôpital de chaque fois, c'est la politique de ce canton. Ils sont en train de détruire le tissu médical du canton. Et je peux vous assurer qu'un CTR,
loin de jamais le jour, mais un magnifique CTR de 150 millions au Crédivoc ne fera jamais, n'attirera jamais des médecins sur le haut des cantons. Jamais. On est en train de tuer la médecine du haut des cantons, d'entraîner un déséquilibre majeur entre le haut et le bas. Et donc le fait de renoncer à investir pour des soins de base, je pense que la population ici ne demande pas d'avoir de la chirurgie orthopédique, la chirurgie du dos par exemple, la chirurgie thoracique, ou des choses qui sont extrêmement compliquées. Ce qu'elle demande, c'est d'avoir de la chirurgie simple, la médecine simple, accessible. Et là, vous êtes en train de tuer simplement ce titre. On a bien compris le message. D'autres interventions, monsieur. Monsieur, oui. Peut-être vous vous présenter, s'il vous plaît. Mais bon, je veux bien qu'on donne acte à Madame de Rose-Bollé. Est-ce que vous est là. qui vous êtes, peut-être votre prénom? Emmanuel. D'accord. Qu'on donne acte à Madame de Rose-Bollé qu'elle est là depuis un an et puis qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé avant. Mais on pourrait tout de même tenir compte de ce qui s'est passé avant et essayer de ne pas continuer dans le même sens. Et là, il y a un problème qui me paraît tout de même extrêmement grave. Et puis, bon, je voudrais énumérer un certain nombre de points. Monsieur vient de dire un certain nombre de choses assez sensées à propos du CTR qu'on nous fait miroiter à la chaux de fond. Ça fera des emplois, ce sera ceci, ce sera cela. Ce genre d'organisme est en train d'être créé. Ça n'est pas du tout évident qu'on trouve le personnel nécessaire. On nous dit la réadaptation, c'est très joli la réadaptation. On réadapte. Qui? Comment? On ne réadapte pas éventuellement de la même manière un amputé ou quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral ou je ne sais quoi. C'est quelque chose d'extrêmement complexe et qu'on nous dit on va réadapter, on va réadapter. On est dans le vague tout le temps. Et là, on nous fait miroiter les emplois, etc. Ça n'est pas sérieux. On nous a déjà fait le coup avec un hôpital au milieu du canton. Il y a un grand humoriste qui avait dit une fois qu'il fallait mettre les villes à la campagne. L'hôpital au milieu du canton, c'était à peu près du même acabit. Maintenant, plus personne n'en parle. Parce que le milieu du canton, tout le monde sait que c'est à Neuchâtel, 45, rue de la Maladie. Voilà. Merci, monsieur. Les projets dont on nous parle ce soir, c'est des thèmes de réflexion intéressants, ça n'est pas des projets. On va laisser Madame de Rose-Bollé répondre. Ce que je voudrais dire, pour terminer, oui, une chose est sûre, c'est que tant qu'on ne discutera pas raisonnablement sur la base de deux hôpitaux de centres de soins aigus dans le canton, on n'arrivera à rien, sinon à des référendums, des initiatives et des querelles politiques interminables. Merci, monsieur. Vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que la réadaptation n'est pas la même selon le type de maladie ou d'accident que vous avez eu. Et une des réformes qui est en train de prendre forme sur le plan fédéral, encore une fois sur le plan fédéral et non pas sur le plan cantonal, c'est l'organisation de la réadaptation par filière. Donc nous sommes à l'intérieur de l'hôpital en train de réfléchir justement à la constitution de ces filières, je dirais indépendamment du côté médical de prise en charge. Malheureusement, cette réadaptation en filière va aussi s'accompagner d'un nouveau système de financement et ces filières seront remboursées sur base de forfait, alors qu'aujourd'hui c'est sur base de journées d'hospitalisation. Notre hôpital de réadaptation s'organisera autour de ces filières, réadaptation neurologique, réadaptation musculo-squelettique, réadaptation oncologique de médecine interne, pour citer les cas
stationnaire et nous avons également l'ambition de prévoir de la réadaptation ambulatoire en pneumologie et en cardiovasculaire. Donc ça, c'est pour l'organisation de la réadaptation. Maintenant, il faut bien être conscient du fait, mais ça, les médecins ici dans la salle le savent très bien, que la prise en charge des patients change. On est en train, sur le plan des interventions chirurgicales, de bifurquer de plus en plus vers des interventions ambulatoires. Par le passé, vous pouviez rester dans une opération de la thyroïde à l'hôpital pendant une semaine à 10 jours. Aujourd'hui, c'est 24 à 36 heures et ces délais peuvent se raccourcir. Donc on va progressivement, pour toute une série de prestations, passer à des interventions ambulatoires. Donc le séjour dans l'hôpital de soins aigus deviendra de plus en plus rare. Il y aura des cas de plus en plus lourds parce qu'ils devront rester en secteur stationnaire, mais tous ceux qui pourront partir, partiront. L'exemple, je me permettrai de citer ce qui se passe dans les pays nordiques et dans les pays anglo-saxons. Entre 75 et 85% des opérations se font en ambulatoire. Ici, en Suisse, on est à 25%. Et pourquoi est-ce qu'on est à 25%? Pas parce qu'on n'est pas capable de faire de l'ambulatoire, mais parce que les tarifs sont ainsi faits qu'il y a une distorsion, on hésite à faire le pas. Donc, si vous voulez, l'hôpital de réadaptation, pour revenir au sens qu'il prend et au rôle qu'il prend, il va accueillir des patients qui sortiront de plus en plus rapidement d'un séjour stationnaire après soit une maladie ou après une intervention. Et ce n'est pas un hôpital, parce que certaines personnes me l'ont décrit comme ça, ce n'est pas un hôpital de gériatrie. C'est un hôpital où des personnes qui ont un accident vasculaire, ont eu un problème orthopédique, vont très rapidement être prises en charge pour pouvoir être rééduquées, pour pouvoir rentrer à leur domicile le plus rapidement possible. Encore deux questions. Il va falloir choisir qui lève la main depuis longtemps. Monsieur. Oui, on nous parle de projet. Je ne vais pas m'attarder sur le fait que ce CPR, je n'y crois rien du tout, parce que le jour venu, on s'arrangera pour nous faire passer sous le nez, comme beaucoup d'autres choses. Les petites grands-mamans du bas du canton ne pourront pas monter par l'hiver à la chaux-de-fonds, etc. Ça s'est déjà produit tellement de fois que je crois que personne n'arrive à croire à ce beau projet. Quelle est votre question? Alors, ma question, ou ma remarque, c'est celle-ci. Entre-temps, ces projets sont à un certain terme, et entre-temps, on donne que des nouvelles négatives, on ferme les médecins démissionnent, on fait des soins intensifs s'en vont, etc. Moi-même, qui étais ancien médecin aussi dans cet hôpital, je ne sais plus ce qui fonctionne encore dans l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. La communication est telle que maintenant, l'hôpital de la Chaux-de-Fonds est en démantèlement complet, aussi bien du point de vue de ses qualités physiques, architecturales, etc., que ses qualités médicales. On n'annonce que ça. Et, comme le disait M. Baquet tout à l'heure, tant que la direction ne s'attarde pas à quand même mettre une certaine valeur qui est obligatoire, puisque l'avenir, c'est dans je ne sais combien d'années, l'avenir que Mme Bonnet souhaite et envisage et dont elle nous parle. En attendant, on doit fonctionner avec ce qui existe. Et ce qui existe est complètement dévalorisé ici en haut, et ça, c'est un énorme problème. Bravo. Je vous entends bien, et c'est une des pistes sur lesquelles nous allons nous engager dans les mois à venir de façon extrêmement forte, c'est de communiquer, valoriser ce qui se passe bien dans cette région, de façon générale. Vous entendrez parler de l'hôpital de Château en Oui, oui, si je peux juste me permettre une remarque sur le plan politique, parce que je l'ai entendu plusieurs fois ce soir, mais finalement, si je reprends le qualificatif que vous venez d'employer et les autres l'ont fait avant vous, c'est comme un bon projet. Alors, je pense à comme un signe d'encouragement. Et puis derrière, il y a la contre-mesure qui consiste à dire mais j'y crois pas, il ne passera sous le cul.
Je pense qu'au niveau des politiques, et ça me paraît extrêmement important, si ce projet devait rencontrer un soutien aussi bien politique que populaire, il me paraît évident que cette fois-ci, pour répondre à nos craintes, qui sont légitimes finalement, il va falloir l'assortir de sécurité. C'est-à-dire qu'on ait la certitude qui se réalise. À titre personnel, j'en vois un ou deux dans la salle, je commence à discuter autour des députés d'autres partis pour dire, ben voilà, si ce projet passe, cette fois-ci, c'est tout simplement exclu que ça passe. Donc est-ce qu'on doit l'assortir d'un plan financier direct et débloquer les fonds au niveau du canton? Est-ce qu'on doit l'assortir de d'autres types de sécurité? Je ne sais pas, mais il me paraît évident que ce serait la moitié de ce que j'ai dit au départ. La cohésion cantonale, c'est quelque chose d'important. Ce projet, s'il rencontre le succès que je lui souhaite, alors là, vous m'avez avoir la sécurité, c'est évident. Une question de monsieur vers l'escalier. Bonsoir, je m'appelle Yves Pistot et j'aimerais faire une remarque, une simple remarque. Vous avez parlé de la maternité de Saint-Igné de manière pas tout à fait exacte à mon avis. Je suis ni médecin, je ne suis pas dans les activités médicales ni paramédicales, donc je suis un simple citoyen. Et je suis quand même surpris de votre constat, qui, vous n'avez pas aimé le mot, mais je crois est tellement technocratique, parce que finalement la question elle est, que se passe-t-il pour le patient qui a des soucis, a envie d'être bien soigné? Et si vous créez des ateliers, me semble-t-il, la première question à vous poser, mais pourquoi certains habitants vont plutôt à Saint-Igné qu'à Neuchâtel? Ce n'est pas un débat au bas. Il a été entamé par M. Lebeau quand il parle de monde bipolaire. Je crois que c'est dans la tête aussi de gens du bas, entre guillemets, parce qu'on veut utiliser ces termes un peu dépassés, qu'il y a un problème. Alors il y a une souffrance dans l'hôpital, et puis il y a un grand absent du débat de ce soir, c'est le patient, la relation du patient à son hôpital, et la relation du patient à son médecin. Parce qu'un patient va bien, ou il va mieux, quand il a une relation, comment dire, de confiance avec son médecin, ou le lieu où il va se faire soigner. Puis ça, on n'en a pas entendu parler, et en tant que simple citoyen, je souhaiterais qu'à l'avenir, quand vous ferez des conférences ou vous donnerez des interviews dans la presse, vous en parliez du citoyen patient. Merci. Je peux calculer ce que vous dites. C'est évident que ça ne doit pas être juste un slogan, mais c'est le centre de notre intérêt et c'est bien ça que on va faire. Quelques interventions enchaînent et puis on donnera la parole encore une fois à Madame Devon-Goulet. Monsieur, oui. Je suis médecin généraliste du Val-de-Rue jusqu'à il y a peu de temps. J'ai vécu l'âge d'or de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Les gens du Val-de-Rue pouvaient choisir la pédiatrie, l'accouchement, la chirurgie ou la médecine à Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds. Les gens du Val-de-Travers pouvaient choisir entre l'hôpital de Courget et de Fleurier qui opérait les deux. Donc on a vécu une espèce d'âge d'or où tout le monde faisait tout. Le docteur Samuel Schneider opérait aussi bien les os que les intestins, que le poumon et les artères. Et puis il faut que vous expliquiez un peu mieux aux gens l'évolution de la médecine, qu'est-ce que c'est les notions de masse critique, les notions de DRG. Mon ami Jean-Jacques Brugère me disait j'ai plus le droit d'opérer un cancer du pancréas parce qu'on est moins bon et plus cher. Et ça, les gens ne le savent pas, on n'a plus le droit d'opérer un cancer du pancréas dans ce canton. Les questions de libre choix, l'ouverture des frontières et tout ça. Je crois que les gens n'ont pas bien compris. Les nouvelles ce matin ont donné des prévisions économiques du Crédit Suisse ce matin à la radio. Ils ont dit dans les 20 prochaines années, le poids de la santé va massivement augmenter, mais avec une grande concentration. Quelle est votre question? On ne peut pas aller contre les concentrations, puisque les gens doivent pouvoir faire une opération, par exemple, 80 fois par année pour avoir des faits, sinon ils ne les font plus. Et ça, je crois qu'on a vécu cet âge d'or. Un jour, je suis allé avec une urgence à la Chaux-de-Fonds, il n'y avait pas encore de structure. Qui c'est que je vois à 5 heures de l'après-midi avec un infarctus? Antoine de Torenté qui était là à attendre l'infarctus.
Quelle est votre question, monsieur? C'était un âge d'or et il y a un deuil terrible à faire. Mais ça risque même de disparaître à Neuchâtel si on ne répartit pas des tâches raisonnables. On ne peut plus tout faire partout. Donc ma question, c'est de savoir est-ce qu'on peut rabibocher cette sensation de frustration terrible que je sens chez les chiffonniers. Le Val de Rue, on a toujours essayé d'être là, le point d'union comme ça, mais je vois bien qu'il y a un grand malaise. Mais je vous souhaite bonne chance. Peut-être je vous ai peut-être déjà donné la parole une fois, la priorité à oui, personnellement. Je ne fais pas partie des personnes qui font campagne à 50 km. Moi, je vous entends, madame, je suis là, plus fort. Alors, je ne sais pas si mon nom est important, je suis une citoyenne de la Chaux-de-Fonds, mais je vous dis que je ne fais pas 50 km pour aller faire une course ailleurs. Si un jour j'ai besoin d'un hôpital, j'aimerais aussi pouvoir bénéficier de soins de proximité. Je n'ai pas vraiment une question, mais deux exemples dans mon environnement immédiat. Une personne âgée de 80 ans, sans voiture, à mobilité réduite, a dû, on lui a dit que ce n'était pas possible de faire ici, toutes les raisons X, le chirurgien était en bas, et là, on lui a demandé d'aller à 8h30 le matin, faire une règle de contrôle à Neuchâtel. Alors qu'on est censé être dans une unité hospitalière sur tout le canton. Pour les pansements, idem. On lui a demandé d'aller faire ce pansement à Neuchâtel. Cette dame a eu la bonne idée de dire je refuse, notre hôpital ici fait partie de l'hôpital neuchâtelois. Je ne veux même pas vous parler des frais que ça lui aurait coûté. C'est une personne qui est modeste. Dernièrement, une autre personne, chez son médecin traitant, fait un bon malaise, il lui commande un taxi, elle est emmenée à l'hôpital par le taxi, elle a fait 4 jours de soins intensifs. Elle ne souhaitait pas rester en vie si on avait dû la transporter plus loin. Je trouve assez choquant qu'on nous fait des projets, des choses qui changent, on ne sait plus qui croire et que croire. Il n'y a pas d'argent pour le canton, tout a été pompé, vous savez bien. Alors, ça serait bien de repartir aussi sur une base équitable et qui respecte. Monsieur Nadeau-Albert, aujourd'hui, on peut l'aimer ou pas, a écrit un très bel article que je vous conseille de lire, parce que ce monsieur dit entre mépris et gâchis. Effectivement, je sais que vous avez été aussi actif dans le Fribourg, un hôpital s'est fermé. C'est peut-être plus simple, mais moi j'espère que les politiciens ici, eh bien, ils vont défendre aussi leur position, parce que tout laisser, vous avez dit que vous n'aimiez pas la technocratie, mais en attendant, il y a des valeurs humaines à défendre, et ça, ce sont les régions qui veulent le faire. Très vite. J'étais content d'apprendre qu'il y aurait un projet du HNE de développer les stratégies ambulatoires, donc la réhabilitation notamment, qui me semble fondamental justement pour raccourcir les délais d'hospitalisation. Plus fort, plus fort. Donc j'étais content d'apprendre justement les projets de développement de réhabilitation de différentes voies respiratoires autres par le HNE. Une chose qui m'inquiète aussi de mon côté, vu de l'extérieur, c'est que justement l'hôpital neuchâtelois fonctionne, en tout cas maintenant, j'espère que ça changera, comme une espèce de boîte noire qui est extrêmement difficile à pénétrer. Et par exemple, pour la réhabilitation, il existe déjà sur le canton des excellents programmes dans différentes voies de réhabilitation, pour lesquels on n'arrive absolument pas à collaborer avec le HNE. Et de nouveau, il peut y avoir des doublons qui vont être développés par vous-même, alors qu'il existe déjà dans le canton des excellentes structures de réhabilitation, ou d'autres d'ailleurs. Et moi, mon souhait vraiment, que j'aimerais vraiment du fond du cœur pour les projets du HNE, c'est qu'en tout cas dans l'ambulatoire, que vraiment ne faites pas les choses à vous, utilisez aussi, et le reste ça va avec dans le sens des vœux du Conseil d'État aussi par rapport aux stratégies et développements médico-sociaux à l'avenir, mais utilisez les structures qui peuvent travailler avec. J'ai eu des nouvelles expériences dans ce contexte-là et ouvrez-vous à l'extérieur. Ça c'est vraiment aussi un des souhaits en tant que médecin, praticien à l'extérieur.
Alors, la parole revient à Pauline de Vosbolet, ensuite chacun va faire une conclusion, et puis merci en tout cas à vous pour ces interventions, ces témoignages, et puis ces coups de cœur ou ces coups de gueule. Sur la dernière intervention, alors c'est tout à fait ce que nous ambitionnons. Quelqu'un vous l'avait cité tout à l'heure, Bertrand Kiffer a parlé de l'hospitalocentrisme, du fait qu'il fallait en fait prendre du recul et oser sortir de cette situation. Alors ce que nous souhaitons faire, c'est dans des domaines pilotes précis, développer des projets de collaboration avec les médecins installés pour de l'hospitalisation à domicile, donc sortir de l'hôpital et essayer d'éviter de faire des doublons alors que nous pouvons travailler en complémentarité. Madame, j'ai bien entendu vos propos, j'ai également lu le petit texte de M. Nago-Humbert. En lisant ce texte avec un peu de recul, à part quelques peut-être appréciations qu'il a formulées, on n'est pas si loin, lui et moi, dans le fond. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a pénurie de médecins, que la population s'adresse aux urgences, qu'il n'y a plus d'argent. Donc, à quelque part, si vous relisez ce texte qu'il décrit, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre ici. Et il faut trouver, alors avec des valeurs humaines, et nous avons l'ambition de travailler sur ces valeurs avec les patients, avec la population, trouver des solutions qui soient acceptables et nécessaires pour tout le monde. La parole en guise de conclusion à chacun des débatteurs. Olivier Legault, on va commencer avec vous. Oui, alors très brièvement, j'ai écouté une intervention qui voulait remettre le patient au centre du dispositif. Je crois que finalement, ce soir, on s'est concentré sur un des aspects de la santé qui est l'hôpital de Châtellerault. Ça a été dit, l'hôpital maintenant il est tout au bout de la chaîne, il est en bout de course, c'est finalement le dernier endroit où on doit se rendre quand il n'y a plus possibilité de rentrer. Et là, en revoit aussi l'intervention de madame, je pense qu'avec des polycliniques très performantes, avec un ambulatoire qui se développe, on peut répondre à cette proximité pour le drame âgé qui doit pouvoir faire, ça c'est une nécessité absolue, qui doit pouvoir faire ce type de soins près de chez elle. Donc on doit sortir aussi de cet hospitalocentrisme, on doit repenser aux patients, et je pense que maintenant 80% des soins, en tout cas voire 90% des soins, peut se faire en ambulatoire avec une réponse de proximité. On doit repenser le patient, mais on doit surtout repenser l'hôpital qui est tout au bout de la chaîne. Giovanni Spolettini. Oui, en conclusion, concernant l'avenir du canton, je tiens à préciser qu'il faut revenir à un projet de réseau de Neuchâtelois, peut-être l'hôpital en spécifiant les missions comme celle d'un hôpital de soins uniques et de réhabilitation de y arriver. Je suis assez pessimiste si je pense au déséquilibre qu'il y a maintenant et à la période transitoire qui va durer au minimum 15 à 20 ans et ce déséquilibre-là va rester. Ça sera extrêmement difficile aussi de tout investir sur l'hôpital de Portales qui déjà est plein et déborde. Donc ça veut dire que cet hôpital qui était fait pour réunir deux hôpitaux de ville devient de fait l'hôpital de soins uniques de tout le canton. À quel prix, avec quels investissements et où? Théoline Naëli. Oui, volontiers. D'abord, juste dire à Madame De Vos qu'effectivement j'ai appris l'existence et le contenu du plan stratégique d'HNE par la presse le jour des promotions, même si c'est vrai, on s'était rencontrés 2 fois avant, nous en avions discuté de manière informelle. Je pense que c'est mauvais institutionnellement que la presse, dans le dossier HNE, soit systématiquement au courant avant d'autres autorités. Je pense qu'il faut veiller à corriger ça. Gros souci par rapport effectivement au projet. Il y aura fatalement des investissements très lourds à Portales pour pouvoir concentrer les soins aigus. Ce sera la première étape. Et il restera encore de la substance financière pour la deuxième étape. C'est vraiment pour nous un très très gros souci. Gros souci également, comme Giovanni Spolettini, pour la situation transitoire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va demeurer 10 ans dans la situation totalement insatisfaisante? Enfin, vous avez bien entendu la salle qui prévaut à l'heure actuelle. Et puis enfin, un mauvais présage quand même par rapport au CTR. Vous avez lu le rapport du Conseil d'État sur la suspension des options stratégiques. Il ne vous a pas échappé qu'au détour de l'une ou l'autre phrase, le Conseil d'État précise que le CTR doit être à proximité de l'orthopédie.
et que le CTR doit être à proximité de la médecine, c'est pas très encourageant. C'est la fin de ce débat, en tout cas pour ce soir. Merci d'avoir été là, merci d'avoir posé vos questions, merci aux 4 débatteurs d'avoir pris la parole et d'avoir fait le déplacement ce soir à l'Esther. Merci pour Suède et pour les de groupe de l'avoir organisé. Bonne soirée, et puis pour ceux qui souhaitent rester poser 3 questions, nous restons là encore un moment. Il reste là encore un moment. Bonne soirée.